Alors, bonsoir. Troisième lecture de Jonathan Livingston Le Goéland. Et ce soir, je commence avec la partie 2. C'est donc cela, le paradis, pensa Jonathan, et il ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Il était sans doute assez irrespectueux d'analyser le paradis au moment même où il y était conduit. Comme il s'élevait de la terre, montant dans les nuages en formation serrée avec les deux oiseaux brillants, il constata que son propre corps devenait aussi radieux que les leurs. Et pourtant, le jeune Jonathan le Goéland, qui avait vécu derrière ses yeux dorés, était toujours présent, car seule son enveloppe extérieure changeait. Il se sentait toujours un vrai goéland, mais déjà, il volait beaucoup mieux que son ancien corps n'avait jamais volé. Oui, pensa-t-il, je suis persuadé qu'avec un effort moindre, je pourrais doubler ma vitesse et accomplir des performances 2 fois supérieures à celles réalisées lors de mes plus beaux jours terrestres. Ses plumes étaient désormais d'une éclatante blancheur et ses ailes lisses et parfaites comme des voiles d'argent poli. Heureux, il se mit à étudier leurs réactions afin d'en utiliser au mieux les forces nouvelles. À 380 km à l'heure, il sentit qu'il approchait de la vitesse maximale de son vol en palier. À 400, il estima qu'il était impossible d'aller plus vite. Il en fut un peu chagriné. Il y avait donc une limite à ce que son nouveau corps pouvait accomplir. Et, bien que son ancien record fût pulvérisé, il était tout de même une frontière qu'il ne ferait reculer que moyennant un grand effort. C'est injuste, pensa-t-il. Il ne devrait pas y avoir de telles limites au paradis. Les nuages s'entr'ouvrirent. Les goélands qui l'escortaient lui crièrent « Bon atterrissage, Jonathan !» et s'évanouirent dans l'espace. Il vit qu'il survolait la mer vers un rivage tourmenté. Une poignée de goélands s'y exerçait à utiliser les courants ascendants engendrés par les falaises. Bien loin au nord, à la limite de l'horizon, quelques autres de ses congénères volaient. Spectacle nouveau, nouvelle pensée, les questions se pressaient dans sa tête. Pourquoi ces goélands sont-ils en si petit nombre, alors que le ciel devrait en être rempli? Et pourquoi suis-je tout à coup si las? Comment m'imaginer que les goélands au paradis puissent être là ou avoir envie de dormir? Où avait-il entendu cela? Les souvenirs de la vie qu'il avait menée sur terre se détachaient de lui par lambeaux. La terre avait été un lieu où il avait beaucoup appris, bien sûr, mais les détails s'en effaçaient. Il y était vaguement question d'oiseaux se disputant leur parture, et aussi de sa condition d'exclus. Des goélands, au nombre d'une douzaine, qui se trouvaient près du rivage, vinrent à sa rencontre. Sans que nul d'entre eux ne dît mot, il comprit qu'il était le bienvenu et qu'il était désormais chez lui. Cela avait été une bien longue journée, une journée dont, déjà, il oubliait l'aurore. Il vira pour atterrir sur la plage, battant des ailes afin de demeurer stationnaire à 300 cm du sol, se laissant choir ensuite légèrement sur le sable. Les autres goélands se posèrent eux aussi, mais sans qu'aucun n'agitât la moindre plume. Ailes brillantes employées, ils se laissaient porter par le vent, puis cambraient leurs pennes et s'immobilisaient à l'instant même où leurs pattes touchaient le sol. C'était étonnant d'assurance, mais pour l'instant Jonathan, muet, trop las pour essayer de les imiter, dormait déjà paisiblement sur la plage. Dans les jours qui suivirent, Jonathan comprit qu'en ces lieux, il y avait encore autant à apprendre sur le vol
que dans l'existence dont il avait pris congé. Avec toutefois une différence. Les goélands d'ici partageaient sa façon de penser. Pour chacun d'eux, l'important était de voler et d'atteindre la perfection dans ce qu'ils aimaient le plus, voler. Ils étaient tous des magnifiques oiseaux et heure par heure, chaque jour, ils exerçaient en vol aux techniques aériennes les plus avancées. Ils s'exerçaient en vol aux techniques aériennes les plus avancées. Longtemps, Jonathan oublia le monde d'où il était venu, où les siens vivaient, aveugles aux joies du vol, ne se servant de leurs ailes qu'aux fins de trouver et de se disputer la nourriture. Puis un jour, les souvenirs remontèrent un court instant à sa mémoire. Ce fut un matin où il était parti avec son moniteur. Cependant, qu'ils faisaient tous deux, elle repliée, une pause sur la plage après une séance de tonneaux déclenchée. « Sullivan, que sont-ils devenus ?» interrogea-t-il silencieusement, habitué désormais à la facile télépathie qui pour eux remplaçait les sons rauques et criards des goélands terrestres. « Pourquoi ne sommes-nous pas ici plus nombreux? Dans l'univers d'où je viens, ils étaient des milliers et des milliers de goélands. » « Je le sais. » Ça, c'était la réponse de Sullivan. Sullivan hocha la tête. « La seule réponse que je puisse te faire, Jonathan, c'est que je n'ai jamais rencontré sur 1 million d'oiseaux un seul qui fût semblable à toi. Pour la plupart, nous progressons si lentement. Nous passons d'un monde dans un autre qui lui est presque identique, oubliant sur le champ d'où nous venons. Peu soucieux de comprendre vers quoi nous sommes conduits, ne vivant que pour l'instant présent. As-tu idée du nombre de vies qu'il nous aura fallu vivre avant de soupçonner qu'il puisse y avoir mieux à faire dans l'existence que manger, ou se battre, ou bien conquérir le pouvoir aux dépens de la communauté? 1000 vies, John, 10 000. Et sans autre vie, ensuite, avant que nous ne commencions à comprendre qu'il existe une chose qui se nomme perfection, et sans autre encore pour admettre que notre seule raison de vivre est de dégager cette perfection et de la proclamer. Cette règle est toujours valable pour nous, bien sûr, car nous ne choisissons le prochain monde où nous vivrons qu'en fonction de ce que nous apprenons dans celui-ci. N'apprenons rien et le prochain monde sera identique, avec les mêmes poids morts à soulever, les mêmes interdits à combattre. Il déploya ses ailes et se tourna face au vent. Mais toi, John, tu en as tant appris en une seule vie que tu n'as pas eu à voyager au travers de 1000 vies avant d'atteindre celle-ci. Un instant plus tard, il reprit l'air pour s'entraîner. Les tonneaux à facettes en formation étaient d'une exécution difficile car, durant une partie de la figure, Jonathan, la tête en bas, devait penser à inverser la cambrure de son aile et la retourner en harmonie parfaite avec celle de son moniteur. « Essayons encore une fois, » disait Sullivan, inlassable. « Essayons encore. » Puis finalement, « Bien !» Et ils passèrent au looping à l'envers. Un soir, que les goélands qui n'étaient pas de vol de nuit se tenaient assemblés sur le sable, méditant, Jonathan s'arma de courage et s'avança vers l'ancien des goélands qui, disait-on, devait bientôt quitter leur monde. « Chiang » murmura-t-il un peu nerveusement. Le vieux goéland le regarda avec bonté. « Oui, mon fils. » Au lieu d'affaiblir l'ancien, l'âge avait accru sa puissance. Il pouvait, en vol, surclasser tous les autres goélands de la communauté et il avait acquis la parfaite maîtrise de domaines où les autres n'osaient s'aventurer qu'à petits pas. « Chiang, n'est-il pas vrai que ce monde n'a rien à voir avec le paradis? » La lune éclaira le sourire de l'ancien. « Ah, tu as découvert cela tout seul, Jonathan le goéland? »« Je le crois. Mais alors quoi?
Où allons-nous? Existe-t-il ce lieu que l'on nomme le paradis? Non, John, il n'existe rien de tel. Le paradis n'est pas un espace et ce n'est pas non plus une durée dans le temps. Le paradis, c'est simplement d'être soi-même parfait. Il demeura un moment silencieux et ajouta: Tu es, n'est-il pas vrai, un oiseau très rapide. J'aime la vitesse, balbutia Jonathan, interloqué mais fier de ce que l'ancien l'eût remarqué. Sois persuadé, Jonathan, que tu commenceras à toucher au paradis à l'instant même où tu accéderas à la vitesse absolue. Et cela ne veut pas dire au moment où tu voleras à 1500 km à l'heure ou à 1500 000 km à l'heure, ou même à la vitesse de la lumière, car tout nombre nous limite et la perfection n'a pas de borne. La vitesse absolue, mon enfant, c'est l'omniprésence. Sans avertissement, Chiang disparut pour simultanément apparaître à une quinzaine de mètres de distance. Puis il s'éclipsa à nouveau, et dans le même milliardième de seconde, il était déjà là, revenu à toucher l'épaule de Jonathan. Tu verras, cela peut être assez drôle. Jonathan fut si éberlué de ce qu'il venait de voir qu'il en oublia de poser ses questions à propos du paradis. Comment faites-vous cela? Quel effet cela vous fait-il? Jusqu'où pouvez-vous aller? Tu dois pouvoir te rendre en tout endroit existant à tout moment où tu souhaites y aller, répondit l'ancien. J'ai voyagé vers tous les pays et en toutes les époques auxquelles j'étais capable de penser. Il parcourut des yeux l'étendue des flots. C'est étrange. Les goélands qui, par amour du voyage, méprisent la perfection, ne vont, lentement, nulle part. Ceux qui, par amour de la perfection, oublient le voyage, peuvent instantanément aller n'importe où. Souviens-toi, Jonathan, le paradis n'est ni un lieu, ni un instant, car instant et lieu sont des notions totalement dénuées de sens. Le paradis, c'est... Devant la perspective de conquérir de nouveaux fragments d'inconnu, Jonathan le goéland frémissait déjà d'impatience. Pouvez-vous m'enseigner à voler comme cela? Bien sûr, si tel est ton désir. Oui, je le veux. Quand pouvons-nous commencer? À l'instant, si cela te fait plaisir. Oui, je veux apprendre à voler comme cela, dit Jonathan, et une étrange lueur brillait dans son regard. Dites-moi ce qu'il faut faire. Chiang parla alors lentement, tout en observant son cadet. Pour voler à la vitesse de la pensée, vers tout lieu existant, dit-il, il te faut commencer par être convaincu que tu es déjà arrivé à destination. Selon Chiang, la bonne méthode pour Jonathan consistait à cesser de se considérer lui-même comme pris au piège d'un corps limité par les 3 dimensions, ayant une envergure d'1 mètre 7 centimètres et dont les déplacements pouvaient être tracés sur un planisphère. Le secret de Chiang ne pouvait résider dans la conviction absolue que son être, aussi parfait qu'un nombre imaginé, et pas encore transcrit en chiffres, était partout présent dans la durée et dans l'espace. Jour après jour, Jonathan s'efforça farouchement d'accéder à cet état. De l'aurore naissante à minuit passé, mais en dépit de tous ses efforts, il ne progressa pas de l'épaisseur d'un duvet. Oublie la foi, lui répétait Chiang sans cesse. Tu n'as eu nul besoin d'avoir la foi pour voler. Tout ce qu'il t'a fallu, c'est comprendre le vol. Ce qui d'ailleurs signifie exactement la même chose. Va, essaie encore. Un beau jour, posé sur le rivage, Jonathan, fermant les yeux et se concentrant, eut la révélation subite de ce que Chiang voulait dire. Mais oui, c'est vrai, je suis un goéland parfait et sans limite. Et il en ressentit un grand choc joyeux.
Bravo, dit Chiang, triomphant. Quand Jonathan ouvrit les yeux, il se retrouva seul avec l'ancien sur un rivage différent, un rivage où les arbres poussaient jusqu'au bord des flots, sous un ciel où gravitaient, jaunes, deux soleils jumeaux. Tu as enfin saisi le principe, dit Chiang, mais tu verras que la maîtrise totale demande plus de travail. Jonathan était stupéfait. Où sommes-nous demanda-t-il. Sans se laisser impressionner le moins du monde par l'étrange environnement, l'ancien balaya d'un geste la question de son disciple. Bah, nous sommes de toute évidence sur quelques planètes dont le ciel est vert et à laquelle une étoile double tient lieu de soleil. Jonathan poussa un cri de victoire, qui était aussi le premier son émis par lui depuis qu'il avait quitté la Terre. « Ça marche! Ça marche! » « Oui, bien sûr, ça marche, John, dit Chiang. Ça marche toujours lorsqu'on sait ce qu'on fait. Et maintenant, voici comment te contrôler totalement. À leur retour, il faisait nuit. Les autres goélands fixaient respectueusement Jonathan de leurs yeux d'or, car ils l'avaient vu disparaître de l'endroit où il était resté si longtemps immobile. Il ne supporta pas plus d'une minute leurs félicitations. Je suis ici le nouveau venu. Je suis un débutant. C'est moi qui en ai tant à apprendre de vous. Je me le demande, John, dit Sullivan, qui se tenait près de lui. Apprendre te fait moins peur qu'à aucun des goélands que j'ai rencontrés depuis 1000 ans. Le silence tomba sur le petit groupe. Jonathan, embarrassé, se dandinait d'une patte sur l'autre. Nous pouvons désormais, si tu le désires, nous mettre à travailler sur la durée. La durée, dit Chiang, jusqu'à ce que tu sois capable de survoler le passé et l'avenir, et c'est alors que tu seras prêt à entreprendre le plus difficile, le plus puissant, le plus merveilleux de tous les exercices. Tu seras prêt à prendre ton vol pour aller là-haut, connaître le sens de la bonté et de l'amour. Un mois, ou quelques périodes qui lui donna l'impression de correspondre à la durée d'un mois, passa, et Jonathan apprenait avec une effarante célérité. Il avait toujours tiré très vite la leçon des faits, et maintenant, devenu le disciple attiré de l'ancien en personne, il assimilait les notions nouvelles comme l'eût fait un ordinateur ailé. Vint alors le jour où Chiang disparut. Il conversait tranquillement avec eux tous, les exhortant à ne jamais mettre fin à leur poursuite de la connaissance, à leur entraînement physique, à leur effort en vue de comprendre le principe invisible de toute vie parfaite. Alors qu'il parlait, ses plumes devinrent de plus en plus étincelantes, jusqu'à ce que tous les goélands eussent baissé les yeux, tant ils étaient éblouis. Jonathan, et ce furent là ses dernières paroles, continue à étudier l'amour. Lorsque les goélands purent à nouveau ouvrir les yeux, Chiang avait disparu. Je vais m'arrêter ici pour la lecture d'aujourd'hui. Bonne nuit.